Bonjour à tous et bienvenue à ce second webinaire de restitution du bureau de demain. On a fait un premier webinaire la semaine dernière, donc le 29 juin, qui avait porté sur le retour d'expérience de 14 démonstrateurs qui s'étaient lancés dans l'économie circulaire dans le cadre des travaux d'aménagement des espaces de bureau. Et aujourd'hui, on revient un peu plus dans les détails, si je puis dire, toutes des questions un peu plus techniques qu'on n'a pas pu intégrer lors de la première séance, et notamment en lien aux outils de prescription et d'évaluation qu'on a pu développer dans le cadre du projet de bureau de demain. Alors, pour ceux qui potentiellement n'étaient pas là la semaine dernière, juste un petit rappel et une petite remise en contexte, pardon. Sur le projet Bureau de demain qui est issu d'un appel à manifestation d'intérêt qui a été porté par la Vallée de la Seine, donc les régions Normandie-Île-de-France et également l'ADEME, donc qui nous ont permis de mener à bien ce projet. Et pour avancer sur ces sujets d'économie circulaire dans les espaces de bureau, nous étions une équipe pluridisciplinaire qui a travaillé pendant 2 ans. Donc le projet a été lancé sur fin 2020 et aboutit maintenant cet été, d'où cette phase de restitution sur le travail. Donc une équipe qui était composée du CEREMA, de CIRCOE, A4MT, EVA et de l'IFPEB. Aujourd'hui, pour avancer donc sur cette deuxième phase de restitution, nous allons de nouveau refaire une présentation avec Noélie Carretero du CEREMA et moi-même. Et puis, nous avons la chance également d'avoir Tim Osmond parmi nous qui représente EVA, conseil qui nous a donc accompagnés sur les sujets d'indicateurs environnementaux. Noélie, peut-être si tu veux faire un petit bonjour et une petite présentation. Oui, donc bonjour à tous, donc, je suis Noélie Carretero, je travaille au CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, qui est un établissement public à caractère administratif qui vient en appui aux collectivités territoriales et à l'État et au ministère sur tous les champs du développement durable. Et donc, je suis chef de projet performance environnementale et confort du bâti, et donc je travaille sur tous les sujets liés à la performance environnementale et énergétique du bâtiment en intégrant le confort pour l'usager. Donc, je travaille au CEREMA Normandie Centre, donc l'antenne qui est située à Rouen. Et du coup, j'ai travaillé avec l'IFPEB en particulier sur ce projet, puisque vous allez le voir, on en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière, mais quand on vient parler d'économie circulaire et de réemploi, c'est un des leviers pour atteindre la performance environnementale et économiser les ressources. Et donc, à ce titre-là, j'ai avancé dans ce projet en tant qu'interlocutrice, en particulier pour la Normandie, au niveau des démonstrateurs, et puis pour partager aussi l'ensemble des éléments et travailler à cette capitalisation et à la constitution des outils et de mallettes pédagogiques qu'on va vous présenter aujourd'hui. Merci Noélie. Et effectivement, je me permets de me représenter pour ceux qui n'auraient pas été présents la semaine dernière. Donc Cécile Deloff, je suis consultante carbone et économie circulaire au sein de l'IFPEB. J'anime donc différents travaux sur les sujets de décarbonation à l'échelle du bâtiment, mais également d'économie circulaire, réemploi, réutilisation, éco-conception. On va donc aujourd'hui rentrer dans cette deuxième phase de restitution. On va se permettre de refaire un petit rappel très rapide du programme Bureau de demain. Navré pour ceux qui étaient déjà là le 29 juin et qui l'auraient déjà vu, mais ça permet de faire un petit rappel du programme. Et puis, on va revenir sur 3 thématiques qu'on a abordées de manière un peu plus succincte la semaine dernière et sur lesquelles il nous semblait pertinent d'aller un peu plus dans le détail. Et sur chacune de ces thématiques, on va vous présenter également les outils qui ont été développés et qui seront mis à disposition à la suite de ce webinaire. Donc, un premier temps sur le sourcing et la sécurisation de ce sourcing. On l'a vu, le sujet d'identifier un gisement, notamment sur le sujet du réemploi, est assez crucial et un facteur clé pour pouvoir mener à bien un projet. Donc, on viendra sur les bonnes pratiques qu'on a pu observer sur les démonstrateurs qui permettent de sécuriser au maximum cette phase. On rentrera ensuite sur le sujet du suivi de la performance environnementale
notamment des indicateurs qu'on avait identifiés, qu'on a choisis et qu'on a testés dans le cadre de Bureau de demain. Comment ils sont calculés, qu'est-ce qu'ils signifient, quels sont les résultats qu'on a obtenus et leur pertinence, voire parfois leur difficulté de mise en œuvre. C'est l'ensemble de ces éléments qu'on vous partagera. Et on terminera par le sujet de prescrire, circulaire, des matériaux notamment de réemploi ou de réutilisation. C'est un peu différent que de prescrire du neuf. Et donc, on reviendra sur ces spécificités, comment intégrer les clauses au marché, quelles sont les pratiques qu'on a pu observer au sein des démonstrateurs qui peuvent être pertinentes et sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. On va donc revenir sur le sujet du bureau de demain très succinctement pour rappeler un petit peu la démarche. De nouveau, l'objectif, c'est de s'atteler un peu à l'enjeu des déchets du BTP qui représentent 42 millions de tonnes de déchets par an, donc 25% est attitré au second œuvre. Sur le cadre de ce projet, on s'est concentré sur les aménagements de bureaux, puisqu'on observe aujourd'hui couramment dans les pratiques qu'entre deux changements de cycle d'occupation par des usagers, les aménagements de bureaux sont souvent mis de côté pour repartir sur des produits neufs, ce qui est à l'origine d'une production de déchets, source d'émissions carbone effectivement, et puis puisqu'on repart sur du neuf, qui implique un épuisement des ressources naturelles à chaque nouveau produit mis en œuvre dans les aménagements. L'objectif était donc, au travers de ce projet, de voir comment l'économie circulaire pouvait contrecarrer un peu ces impacts environnementaux en essayant de réduire la production de déchets et surtout en essayant de lutter contre cette obsolescence programmée des espaces de bureaux, faire en sorte que les aménagements qui sont mis en place vont perdurer dans le temps et ce, malgré les changements d'occupants ou les réorganisations qui peuvent avoir lieu sur ces aménagements. L'économie circulaire, on l'a donc ouvert sous trois angles. Le premier, donc préserver, avec les sujets de conservation, de réemploi, de réutilisation des matériaux. Le sujet de l'éco-conception, si on ne peut pas repartir sur des éléments de seconde main, si on peut dire, essayons de faire en sorte que ces éléments neufs soient éco-conçus, ils soient flexibles, réemployables, démontables, qu'ils ont une durée de vie allongée, qu'ils intègrent éventuellement de la matière recyclée, bref, qu'ils fassent en sorte qu'ils soient moins impactants d'un point de vue environnemental et surtout qu'ils perdurent dans le temps pour pallier à ce phénomène. Et puis, bien sûr, il y a l'axe de la valorisation qui est également traité avec les sujets de matière recyclée en amont ou en aval des aménagements. Je l'ai évoqué tout à l'heure, donc une équipe pluridisciplinaire, vous retrouvez les différents acteurs, donc EVA qui est parmi nous aujourd'hui et qui participera à ce webinaire sur les sujets d'indicateurs environnementaux principalement, Circoe qui nous avait appuyé sur les sujets de logistique, A4MT en tant qu'expert de l'économie circulaire et du réemploi, et puis le CEREMA et l'IFPEB plutôt sur la partie pilotage et accompagnement des démonstrateurs. Le programme de travail donc intégré 3 temps où on a commencé à restituer et à vous partager les différents enseignements. Un travail sur une étude logistique qui avait fait l'objet d'un webinaire le 21 mars. Je vous ai remis le lien et vous pouvez le retrouver sur le site internet de l'IFPEB dans les différentes actualités qui ont eu lieu. Cette partie-là avait vocation à se concentrer sur les enjeux de logistique des matériaux de réemploi, comprendre un petit peu les modes de stockage, les modes de transport qui pouvaient être pertinents et ouvrir le sujet également de la mutualisation des flux dans une vision d'un marché croissant et d'une multiplication de ces différents flux. Deuxième temps et deuxième volet du travail de bureau de demain, les démonstrateurs, c'était le webinaire de la semaine dernière où on vous a retranscrit bien tous les éléments qu'on a pu observer en partageant, en écoutant les équipes projets qui ont testé la mise en œuvre d'une approche circulaire. On l'a vu principalement sous l'angle du réemploi dans le cadre de notre panel de projets. Et on vous a restitué une partie des enseignements, des résultats obtenus, des freins qu'ils ont rencontrés, mais également des bonnes pratiques, ce qui a amené à 4 facteurs clés, et j'y reviendrai juste après.
Et enfin, une boîte à outils qui a permis, notamment en amont, d'appuyer ces démonstrateurs et qui avait vocation à aider, outiller les différents acteurs pour avancer dans une démarche circulaire. C'est l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui. On va revenir et décortiquer cette boîte à outils, qui sont les différents outils qu'on a pu développer, avec quelle vocation et comment vous pouvez vous les approprier pour les utiliser dans le cadre de vos projets. Cette boîte à outils, elle est donc… Juste pour répondre, Cécile, à une question. Donc, comme cela a été le cas pour les autres webinaires, donc celui-ci est enregistré et sera disponible en replay sur les différents sites IFPEB et CEREMA. Effectivement, merci pour cette précision, je n'avais pas vu la question. Donc la boîte à outils, elle est composée de 3 volets. Un volet inspiré. L'objectif était déjà de mieux comprendre l'offre circulaire, quel est le marché qui existe, les gisements, le type d'acteur qui s'est mobilisé autour de cette thématique, pour identifier des pistes de réflexion, comprendre éventuellement là où il y a des acteurs, là où le marché est encore un peu moins structuré, et faire en sorte qu'au sein des projets, on y voit un petit peu plus clair et qu'on puisse être un peu orienté sur ce qui est possible et ce qui l'est peut-être un peu moins dans certains cas. Ce travail, on y reviendra hein, sur chacun des éléments, mais il est complété par un recensement également de plateformes, aussi bien physiques que digitales. Le deuxième volet de la boîte à outils, il avait pour objectif d'évaluer comment on peut évaluer la performance et les bénéfices environnementaux d'une démarche circulaire. Donc, on a mis en place un outil qu'on vous présentera dans le cadre de ce déroulé de webinaire en deuxième partie. Et puis également sur les questions d'évaluer, on a mis en place un outil de calcul des coûts de logistique, donc des coûts de transport et de stockage, selon où il se trouve, combien de temps il faut qu'on le stocke et à quel endroit, pour essayer d'un peu mieux anticiper le coût global de ces matériaux de réemploi, puisque la logistique peut atteindre jusqu'à 40% du prix final d'un matériau réemployé. Cet outil, on reviendra également de manière plus succincte puisqu'il est vraiment connecté au webinaire de la logistique du 21 mars dernier. Et enfin, dernier volet, le sujet de prescrire, avec un recueil de préconisations, des modes de prescription, qui a pu être collecté au fur et à mesure du projet, qui est venu finalement s'intégrer dans des closiers types. L'objectif étant de vous apporter des éléments qui soient le plus simple possible d'utilisation pour intégrer au sein des cahiers de prescription eh bien, les spécificités des éléments circulaires. Cette boîte à outils, elle est évidemment complétée par les supports de présentation et les replays de ces 3 webinaires que je vous ai évoqués, donc qui petit à petit vont venir incrémenter la page internet et nos pages internet mutuelles, je dirais, pour que vous puissiez y avoir accès autant que vous le souhaitiez. Cette boîte à outils qu'on va vous présenter et vous détailler, juste pour que vous compreniez un petit peu la philosophie et le fonctionnement qu'on a eu dans le cadre de Bureau de demain, on l'a initié en première phase du projet avec l'aide de l'expertise au sein de l'équipe, hein, puisqu'on avait notamment Akatrepté qui a une expertise sur le sujet du réemploi, et puis CEREMA, IFPEB, des expériences également qu'on a mutualisé et collecté, qui nous ont permis de faire une première version de cette boîte à outils, qui a été consolidée avec également les échanges avec des offreurs, des fabricants, des installateurs, des mainteneurs, qui proposent une offre circulaire, aussi bien réemploi, réutilisation que éco-conçu, qui nous a permis de mieux appréhender le type de produit et ses différents critères. Donc tous ces éléments ont été mis ensemble pour faire cette première version, comme je l'évoquais, de boîte à outils. On l'a ensuite testé au travers de certains des démonstrateurs qu'on a pu connecter relativement tôt dans la démarche pour certains. À la suite des 14 démonstrateurs, soit qu'on a accompagné, soit qu'on a interviewé à un instant T sur le cadre de leur démarche, on a finalement collecté tous les retours et amendé nos outils pour pouvoir les rendre les plus pertinents et les plus efficaces possibles.
Voilà un petit peu sur la partie outils et puis un petit rappel ensuite avant qu'on se lance sur les éléments sur les 4 facteurs de succès identifiés qu'on vous a évoqués la semaine dernière. Et là, je laisse la main à Noélie qui va prendre la suite de la présentation. Merci Cécile. Donc effectivement, la semaine dernière, on vous a introduit les 4 facteurs qu'on avait identifiés suite à nos échanges et à la capitalisation qu'on avait fait auprès de nos démonstrateurs. Donc il s'agissait d'éléments concernant une ambition forte et partagée avec l'intérêt d'avoir, et même l'enjeu d'avoir cette ambition forte et partagée pour que le projet, in fine, donc soit performant et en tout cas intègre le mieux possible de l'économie circulaire. Donc on est revenu sur cet élément-là lors du webinaire précédent. Donc voilà, on l'introduit juste ici, mais on ne s'y attardera pas dessus. De la même façon, on vous a présenté la semaine dernière l'enjeu et l'intérêt d'avoir un pilotage de la démarche tout au long du projet et comment ça pouvait être décliné. Donc avec un acteur identifié, donc soit on a dit une assistance à maîtrise d'ouvrage externe ou alors un acteur identifié en interne. En tout cas, l'intérêt d'avoir quelqu'un qui pilote la démarche, qui consacre du temps et les résultats qu'on pouvait attendre et qu'on a vu nous à travers nos démonstrateurs dans des projets qui avaient cet acteur-là identifié. Des projets qui, du coup, intégraient davantage d'économie circulaire que ceux où l'acteur n'était pas identifié. Et puis aujourd'hui, on vous propose de revenir en particulier sur 2 autres facteurs qu'on a abordés la semaine dernière, juste en les introduisant, et donc aujourd'hui de les approfondir. Donc il s'agit du facteur qu'on a appelé un sourcing à sécuriser. Donc on vous l'a introduit la semaine dernière, il y a un enjeu sur ce sourcing, essayer de s'y prendre en amont. Donc on va voir après là, juste après, comment ça peut être fait. Et puis après, en fin de webinaire aujourd'hui, on reviendra aussi sur les éléments liés au marché, parce que prescrire de l'économie circulaire, ça demande certaines modifications des pratiques en termes de rédaction de marché, et ça nous paraissait important de les partager avec vous. Donc, je vous propose qu'on revienne de suite sur effectivement le facteur qu'on a appelé le sourcing à sécuriser et qu'on aborde ce qu'il y a derrière. Donc, on l'a dit la semaine dernière, le sourcing et l'identification du jugement, c'est très important. Et dans les retours qu'on a eus avec nos démonstrateurs et avec aussi d'autres acteurs avec qui on a partagé sur ce sujet-là, la problématique de l'identification du gisement, c'est une problématique qui peut conduire à des abandons. Et souvent, voilà, quand le gisement n'est pas identifié, c'est la première raison d'abandon des démarches d'économie circulaire qui avaient été envisagées en phase de conception. Donc, pour arriver à identifier le gisement, on vous propose 3 leviers qu'on a observés avec nos démonstrateurs, qui sont donc travailler à du pré-sourcing, donc essayer en amont de regarder du coup les produits pour s'assurer qu'il y a des produits disponibles dans le marché par rapport au flux qu'on a ciblé en termes d'économie circulaire et donc de réemploi avec nos démonstrateurs, pour essayer de pré-identifier les fournisseurs et les gisements. Donc, on revient après sur les possibilités qu'on a plus en détail pour y arriver. Ensuite, on peut travailler aussi à l'identification des fournisseurs pour essayer d'orienter les entreprises vers des fournisseurs. Donc, on va vous partager des outils qu'on a créés pour essayer justement de l'identifier ces fournisseurs et faciliter le sourcing. Et puis après, il y a aussi la possibilité de travailler à une réservation anticipée. Donc, essayer une fois qu'on a repéré les gisements, commencer à réserver ce gisement avec les entreprises qui le proposent, essayer de retirer du marché, le garder pour le futur projet, pour essayer que ça colle en termes de quantité et puis aussi de temps au moment où on en a besoin pour notre projet. Alors, en termes de pré-sourcing, alors quelques pistes qu'on souhaite vous partager et qui permettent d'arriver à bien pré-sourcer et donc à avoir le gisement au bon moment. Donc, il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs plateformes de réemploi qui existent et qui continuent à se développer. Et donc, c'est des plateformes qui peuvent être physiques, donc avec des lieux où on a des produits, ou alors digitales, avec des choses qu'on trouve en ligne avec des catalogues. Donc, c'est une bonne façon d'aller regarder ce que proposent ces plateformes, de déjà voir si du gisement est disponible. Ensuite, on peut aussi travailler avec des échantillons. Donc, une façon, c'est de proposer, regarder les échantillons qu'il y a. Donc, c'est des choses qu'on peut aussi trouver auprès de ces plateformes ou de fournisseurs qui travaillent avec du réemploi, qui vont proposer des échantillons qui permettent de dire si le produit, par rapport à tous les éléments, alors
et peut-être les craintes, mais aussi les enjeux de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi des autres acteurs du projet qu'on a partagé la semaine dernière, on peut regarder si donc les échantillons et donc les futurs produits qu'on pourrait utiliser correspondent aux différents critères des différents acteurs. Les fournisseurs ont aussi développé des catalogues, donc ça peut être aussi une façon de regarder dans les catalogues avec donc des produits issus du réemploi de l'économie circulaire. Et donc, on peut regarder de la même façon à quoi vont ressembler les produits et ça permet aussi de lever certaines craintes qu'on vous a présentées la semaine dernière et de peut-être rassurer sur l'économie circulaire et le réemploi, montrer que les produits existent, montrer à quoi ils peuvent ressembler et donc continuer à aussi développer la dynamique autour de cette intégration de produits. On trouve aussi intéressant de vous parler qu'il y a beaucoup de fournisseurs ou d'ateliers ou de plateformes qui permettent aussi des visites. Donc, aller visiter des ateliers qui font du réemploi, c'est aussi une piste pour voir ce qu'ils peuvent faire, quel rendu ça a, quelles caractéristiques, pour voir si le produit est en adéquation avec les besoins. Et puis après, il y a deux pistes aussi qui sont importantes à avoir en tête. C'est qu'il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle du réemploi in situ. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive sur le projet, donc en particulier lors d'une réhabilitation, et avant le curage, on fait le tour du projet pour regarder s'il n'y a pas des produits qu'on pourrait déjà cibler pour les conserver parce qu'ils ont un potentiel pour une réutilisation après donc la réhabilitation, pour en tout cas être intégré dans le projet de réhabilitation. Et là, effectivement, c'est très intéressant de le faire en amont. Il y a des acteurs qui nous ont dit dans nos projets démonstrateurs que malheureusement, ils n'avaient pas pris le temps de le faire et que a posteriori, ils s'étaient dit que finalement, il y aurait des produits qu'ils auraient pu garder, revaloriser différemment dans le cas du projet, en tout cas réemployer. Ça aurait pu être un autre flux ou augmenter un des flux qu'ils avaient déjà pré-ciblés pour du réemploi. Donc, c'est dommage, voilà, quand on l'a a posteriori, sachant que du coup, le matériau est là, on sait quelle tête il a, on sait les caractéristiques et on sait la quantité qu'on a, donc on peut le mettre directement dans le projet de réemploi. Et après, l'autre piste, c'est du réemploi qu'on va appeler intra. Donc, c'est un interne maîtrise d'ouvrage, voir s'il n'y a pas d'autres projets qui sont du coup du même propriétaire et qui vont faire l'objet d'autres bâtiments du coup qui vont faire l'objet de réhabilitation, des constructions et dans lequel on pourrait récupérer des produits pour le projet qu'on est en train d'engager. Donc voilà, on a aussi dans ce cas-là une revalorisation en termes de réemploi de ces éléments-là. Et donc c'est aussi un bon moyen de faire du réemploi parce qu'on sait pareil les caractéristiques, la qualité du produit et la quantité qu'on a. Et puis on peut savoir aussi le moment de disponibilité en essayant de faire que voilà, le produit soit disponible au moment où on en a besoin. C'est des pistes intéressantes. Alors, en lien avec ces pistes, on vous propose un petit peu de regarder les avantages et du coup les points d'attention de 3 pistes en particulier qui sont liées à ce qu'on appelle la réservation anticipée. Donc, effectivement, ces produits issus du réemploi, donc en lien avec les pistes là qu'on nous a présentées de sourcing, ils peuvent venir finalement de, on va dire, 3 grands endroits. Donc, soit ça peut être des gisements qui soient repris in situ, donc dans le projet, effectivement, dans le projet, on vient réemployer des éléments qu'on avait. Soit ils peuvent être ex situ, et donc on a 2 types. On a ce qu'on appelle l'ex situ rapporté, donc des éléments qui viennent d'acteurs extérieurs, donc liés aux plateformes, aux ateliers dont je vous ai parlé juste avant. Et puis des éléments qui sont en ex situ mais internalisés, qui sont du coup ce qu'on a appelé voilà, le intra, qui viennent d'autres projets, d'autres bâtiments de la même maîtrise d'ouvrage. Et donc, les questions vont se poser ensuite sur, et le comportement, enfin, le rapport va être différent sur différents sujets, notamment sur le sujet du transport et du stockage. Effectivement, les éléments qu'on a in situ, ils sont présents ici, donc ils vont avoir un avantage parce qu'on n'aura pas du transport à prévoir. On les a ici, voilà, ils seront disponibles. Par contre, ils vont se poser la question de stockage de ces éléments. Donc, on les a avant travaux, par exemple avant curage identifiés, il va falloir quand même les stocker pendant les travaux pour pouvoir les réutiliser. Donc, c'est bien des éléments pour lesquels il faut assez rapidement se poser la question de comment on va s'y prendre. Et autre point aussi qui est apparu dans nos retours d'expérience, c'est aussi au niveau du produit, ça dépose
l'état dans lequel on le retrouve et peut-être les problématiques de remise en état. Donc, en effet, quand on vient prendre des matériaux, par exemple des revêtements de sol, on peut avoir de la colle ou des choses comme ça qui vont rester. Et donc, c'est bien des éléments qu'il faut anticiper parce que c'est des prestations que les acteurs classiques n'ont pas forcément l'habitude d'intégrer. Quand ils reçoivent un produit neuf, directement, ils peuvent le poser. Là, on se retrouve avec une problématique où on a peut-être une dépose particulière, un stockage particulier à prévoir avec le lieu, même si c'est sur place, et puis aussi une prestation de remise en état qui n'est pas forcément intégrée. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser et il faut le faire suffisamment en amont pour être sûr que le produit, au moment où on va devoir l'utiliser, parce que ça sera au niveau planning le bon moment, il puisse être utilisé et sans difficulté, comme s'il s'agissait au niveau pose d'un produit neuf et que l'acteur qui va le poser puisse appliquer les techniques sans se poser de questions ou alors ait la maîtrise de la remise en état à ce moment-là. Voilà, c'est un élément important. Ce qu'on n'aura pas forcément dans la partie ex situ. Donc, effectivement, quand on est ex situ, on va se poser la question du transport et du stockage, mais au niveau ex situ, notamment rapporté, quand ça vient d'un acteur extérieur, ça va pouvoir être l'acteur extérieur qui va prendre en charge ce stockage. Donc, on n'aura pas la problématique sur site. Et côté après, dépose et remise, ça va dépendre. Quand on a un ex situ internalisé, on peut se poser la question, on doit aussi se poser la question de la nécessité de remettre en état. Quand le produit vient d'un autre bâtiment, il y a peut-être aussi cette même question qui se pose de dans quel état il arrive, de ce qu'il y a une prestation spécifique à intégrer. Et comment ça se passe le stockage. Alors que quand on est en ex situ rapporté, on a aujourd'hui des fournisseurs qui vont proposer des produits de réemploi, qui vont prendre en charge, qui peuvent certains prendre en charge cette remise en état et du coup qui vont proposer un produit qui est pour le poseur pareil que le neuf dans le même état. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et c'est très important parce qu'on a eu malheureusement des projets où, par exemple, aussi, pour illustrer un peu ce que je dis, sur le stockage, on avait de la moquette qui avait été récupérée, qui avait été stockée à un endroit, et malheureusement, le stockage n'avait pas été assez anticipé, et donc on a eu apparition de moisissures, de choses comme ça, et donc finalement, le produit qu'on avait ciblé en réemploi, il n'a pas pu être utilisé au moment de la pose parce qu'il n'était pas de bonne qualité, et donc le flux qu'on avait ciblé a dû s'arrêter. C'est un peu dommage quand ça se passe comme ça, alors que c'est des choses qu'en anticipant, ça marche bien, on y arrive et on a des bons retours là-dessus. Et après, je vais terminer avec la problématique de coût, parce qu'effectivement, suivant après la piste qu'on a, le in situ, c'est en général moins cher. Externalisé aussi, parce que du coup, on a le transport en moins, on a des acteurs, on a des prestations un peu différentes, alors que ex situ, rapporté, on peut avoir aussi une problématique de coût où c'est quelque chose qui est un peu différent, donc il faut l'anticiper aussi, d'où la nécessité de se poser des questions en amont. Je me permets, Noélie, de rebondir sur une question pour les prendre au fil de l'eau. Une question sur le sujet du réemploi in situ. A-t-il comme principal levier le propriétaire? Pensez-vous qu'il faudrait créer une REP, responsabilité environnementale du propriétaire, puisqu'il est à l'origine de la demande au locataire de faire place nette pour son successeur? Alors, effectivement, c'est une des difficultés qu'on n'a pas pu lever, en tout cas qui mérite d'être encore décortiquée. C'est que la plupart des baux demandent aux locataires de remettre en état les locaux comme ils les ont pris en main. Ce qui veut dire souvent alors, je vois qu'on a du bruit. Hop. Qui veut dire qu'une partie des aménagements, malheureusement, il est demandé de les désinstaller. Il arrive, je sais qu'il y a quelques projets qui commencent où le locataire et le propriétaire, dans une bonne entente, malgré la petite ligne dans le bail, avancent intelligemment sur ce sujet. Mais je pense qu'à terme, il y a un vrai sujet de fond qui sera de re-questionner cette pratique et donc le mode de contractualisation sur ces aménagements. C'est pas quelque chose qu'on a pu aborder dans le cadre de Bureau de demain et qui sans doute pourra faire l'objet de questionnements plus tard. Voilà, il n'y a pas d'autres questions et du coup Noélie, je te laisse reprendre le déroulé et nous parler un petit peu plus des fournisseurs. Oui, alors on vous propose effectivement de partager avec vous le type de fournisseurs qu'on a pu rencontrer. Alors, du coup, on est bien sur de l'ex-situ rapporté, donc le dernier cas que j'ai abordé juste avant
l'identification des gisements, parce qu'on a des choses on a pu observer des choses variées. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a différentes pistes. Alors, tout d'abord, on peut se tourner vers les plateformes de réemploi, donc des plateformes digitales ou physiques. Donc, ça, j'en ai un peu parlé, qui commencent du coup. Il y en a qui sont déjà bien développées, et puis on voit qu'il y a une dynamique autour de ça, sur laquelle on reviendra juste après, qui montre que effectivement les marchés aussi commencent à se créer. Donc, on va avoir de plus en plus d'acteurs. Donc, c'est aussi des contacts intéressants à prendre. On a après donc un marché avec des fournisseurs aussi du réemploi qui se développe. Donc là, c'est une personne qui assure, enfin, qui propose le produit réemployé comme si c'était du produit neuf en faisant l'intermédiaire, qui peut faire la remise en état, qui va prendre en charge aussi le stockage. Et ce qu'il faut voir, voilà, c'est quand est-ce que le produit est disponible et la quantité. On a rencontré aussi donc, des cureurs qui développent aussi cette prestation. Donc là, c'est une prestation particulière, on n'a pas forcément d'intermédiaire. Par contre, il faut se poser la question de la remise en état et du stockage, parce que cette personne-là vient récupérer effectivement le produit, mais elle n'a pas forcément, la remise en état, elle ne sait pas trop forcément comment faire. Donc, il y en a que oui, il y en a que non, donc c'est vraiment des questions à se poser. Et puis après, de voir si elle peut prendre en charge le stockage pour amener le produit au moment où on en a besoin. Et puis après, il y a un autre acteur qui est un commissaire-priseur, qui on a vu dans le cadre de projet sur du mobilier. Donc, il y a un acteur un peu inédit, on va dire, auquel on ne s'attendait pas forcément, mais qui est vraiment un acteur intéressant pour le mobilier, parce que du coup, c'est une personne qui va avoir connaissance du gisement. On a vu pour des projets qui sont passés avec ce type d'acteur qu'il y a vraiment un gain économique. On arrivait à des gains sur mobilier de 50%. Par contre, voilà, c'est un acteur qui va proposer les produits qu'il a à disposition, donc il connaît la quantité, il va le proposer au moment où il a, donc la disponibilité peut être assez ciblée sur une période précise, donc à voir si ça correspond au planning du projet. Et puis c'est un acteur qui propose le mobilier dans l'état dans lequel il l'a rencontré, donc qui ne fait pas de la remise en état et qui va faire du stockage, on va dire, très limité le temps de la vente. Néanmoins, dans les projets, dans les démonstrateurs qu'on a rencontrés avec ce type d'acteurs-là, on a eu des produits de très bonne qualité parce que ça peut être des produits très beaux qui vont pouvoir correspondre à des besoins. Donc, c'est un acteur qui peut être intéressant à voir. Et puis, donc, vous voyez, ces différents panels, ça pose des questions de remise en état, de stockage et de temps. Et puis après, l'autre question aussi qu'il faut regarder par rapport aux produits que proposent ces différents fournisseurs, c'est la garantie qui est associée. Donc, on l'a vu, hein, il y a un enjeu à ce que… Il y a des questions, en tout cas, côté équipe projet sur cette garantie. Et donc, certains acteurs commencent à proposer des produits avec des garanties donc, sur certains éléments. Donc, c'est aussi des questions à se poser quand on va se tourner vers les acteurs. Pour certains lots, effectivement, il y a un sujet, on le sait, sur ces garanties-là pour le futur des produits. Donc, à voir ce que chaque acteur propose, mais en tout cas, ce sont des pistes intéressantes à aborder. Et justement, pour vous faciliter un petit peu et vous commencer à vous donner un petit peu aussi on va dire des acteurs et des noms d'acteurs, on a lancé une démarche parallèle à la capitalisation et l'appel aux démonstrateurs en se tournant vers les offreurs. Et donc, on a fait un appel à manifestation d'intérêt en courant 2020 auprès des offreurs, donc de façon générale, via des démarches nationales, pour inciter les offreurs qui s'engagent dans ces démarches-là à nous contacter et à se manifester donc, sur le périmètre des silos bureaux de demain. Donc, grâce à cet appel à manifestation, on a pu identifier 16 offreurs donc, qui sont devenus des partenaires un petit peu du projet Bureau Demain, dans le sens où ils nous ont expliqué la façon dont ils s'y prenaient, les caractéristiques de leurs matériaux pour justement montrer en quoi ils s'intégraient dans des démarches d'économie circulaire et de réemploi. Et donc, on vous propose dans notre mallette pédagogique un document qu'on appelle Panorama d'offres circulaires qui rassemble les caractéristiques de ces éléments. Et donc, on en a sur nos différents lots, différentes références. Et à chaque fois, on vous propose un détail de l'offre qu'ils proposent. Donc, on a pu établir grâce à des échanges avec eux, des caractéristiques des produits de leur offre, où on a pu évaluer à chaque fois en quoi le bénéfice du réemploi en termes de carbone est selon nos indicateurs. On vous en montre ici quelques illustrations pour les revêtements de sol et les cloisons. Et comme ça, ça vous montre à voir les possibilités. Alors, effectivement, ce n'est pas une liste exhaustive. On est bien d'accord que ce sont les fournisseurs qui ont répondu présent à notre appel à la manifestation. Mais en tout cas, c'est avec eux sur cela, on a pu
aller vraiment assez en profondeur sur le réemploi, l'économie circulaire dans ces produits-là et les caractéristiques chiffrées des bénéfices d'utilisation de leurs produits. Et donc, c'est un élément qu'on livre dans la mallette pédagogique et vous pourrez vous y faire référence pour voir un peu des exemples. Et je vais laisser Cécile vous montrer aussi la démarche qu'on a fait un peu similaire sur les plateformes. Effectivement, et pour compléter ce travail à l'échelle offreur, on a également souhaité avancer sur le recensement des différentes plateformes physiques ou digitales. Alors, notamment dans le webinaire sur le sujet de la logistique, on avait fait un appel à manifestation d'intérêt ou en tout cas de projets qui sont en cours pour mettre en place des plateformes physiques qui sont orientées vers les professionnels du bâtiment. Et ça nous a permis de recenser un certain nombre d'acteurs qui sont soit en phase d'études amont, qui s'apprêtent à lancer dans quelques temps leur plateforme, soit des plateformes qui sont déjà opérationnelles sur le territoire. Un tour d'horizon qui est la nationale, qui est complété également par un certain nombre d'acteurs qu'on connaissait déjà, plateformes physiques ou digitales pour certains. Donc ces éléments vous êtes transmis, ça permet encore une fois de sécuriser ce gisement en comprenant un peu où on peut aller chercher un matériau réemployé et comprendre également ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché. Pour vous donner un peu l'état du tour d'horizon qui a été fait, je le présente juste ici. Vous voyez qu'on a ces quelques acteurs en vert qui sont déjà opérationnels et un certain nombre de démarches qui sont en cours, donc c'est plutôt positif. On sent que notamment à l'échelle des collectivités, puisque quand on est à l'échelle plateforme, il y a souvent des sujets de mutualisation, de mise à disposition d'une parcelle de locaux, en tout cas de réflexion mutualisée qui implique très régulièrement les collectivités. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la liste des différents projets, mais il y a également des démarches qui sont là un peu plus privées, qui viennent compléter l'offre de plateforme et on l'espère petit à petit un bon maillage sur le territoire dans les prochaines années. Je me permets, en plus du sujet du sourcing à sécuriser, un petit focus logistique rapide, parce que je vois qu'on est le temps avance très vite et qu'on a beaucoup de matière encore à vous partager. Mais pour rappel, sur le webinaire du 21 mars, on avait révoqué l'enjeu pour sécuriser un flux réemployé du transport et du stockage qui peut avoir un prix assez important et qui peut représenter jusqu'à 40% du prix de vente in fine du matériau réemployé. On avait donc évoqué le sujet d'un outil de calcul que j'ai cité en préambule pour évaluer et optimiser les coûts de stockage et de transport, faire varier des options en ayant recours à une plateforme monomatériaux, multimatériaux, d'adapter les distances, le mode de colisage également, qui nous permet d'avoir quelques rendus. Je vous ai mis un exemple ici qui montre un petit peu à partir de quand il est intéressant d'investir dans un conteneur versus le recours à un logisticien, je dirais, plus classique. Donc, c'est ce genre d'études qui peuvent être faites, qui est encore une fois un outil qui sera transmis et mis à disposition pour que vous puissiez regarder, vous, vos besoins à l'échelle de vos projets. Voilà pour cette première partie. Je crois qu'on a pris les quelques questions au fur et à mesure et comme on a un petit peu de retard sur le planning, je me permets de lancer directement la seconde partie, la seconde phase de notre présentation sur le sujet de la performance environnementale de la démarche circulaire. Je pense qu'elle n'est pas remise en cause en tant que telle. On a tous conscience des bénéfices d'une approche circulaire. Toutefois, on a voulu essayer de faire le travail de les quantifier. Et pour avancer sur ce sujet de quantification de la performance, on est reparti encore une fois de ce fameux partenariat qui a été fait avec les offreurs que vous a présenté Noélie tout à l'heure, puisqu'on s'est dit que le mieux pour avancer sur les outils et comprendre à l'échelle d'un bâtiment les bénéfices d'une démarche circulaire, c'était de repartir de l'échelle matériaux et produits réemployés, de bien comprendre leurs caractéristiques et d'en qualifier les bénéfices pour qu'on puisse ensuite consolider l'ensemble de ces données, les spécifier à l'échelle d'un projet en particulier
et en calculer les impacts environnementaux au global. Donc, je remercie encore les 16 acteurs qui ont échangé avec nous, qui ont accepté de participer et de partager leurs données pour qu'on ait une vision la plus claire possible de ces éléments. Ces éléments donc, ont été retransmis au sein du panorama des offreurs et qui ont été intégrés à l'outil de calcul qu'on va vous présenter juste après. Donc, je l'ai dit, l'idée, c'était de partir de l'échelle outil, caractériser pour nos silos bureaux de demain, donc les revêtements de sol, les cloisons, les luminaires, le mobilier, les plafonds et les planchers techniques, quantifier les bénéfices environnementaux d'un produit circulaire versus un produit neuf. Et également, il a été mis en avant certains critères qualitatifs qui ne vont pas se retranscrire directement dans les indicateurs, mais qu'il faut garder en tête, notamment sur les sujets d'éco-conception, la démontabilité, la réparabilité, la réemployabilité in fine. Tous ces éléments sont très importants, ne vont pas se retranscrire directement sur nos indicateurs, mais peut-être à terme, il faudra réfléchir à les implémenter. On a donc fait ce travail pour pouvoir l'identifier à l'échelle bâtiment et pour mieux comprendre comment on a fonctionné, comment on a calculé ces indicateurs, quelles sont les hypothèses parfois qu'on a pris en compte. Je vais laisser la main à Tim Osmond, d'EVA, qui est normalement, j'espère, parmi nous, parce qu'il avait quelques soucis de connexion et d'Internet, pour vous évoquer tous ces éléments. Tim, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu arrives à reprendre la main? J'ai peur qu'on ait un petit souci de connexion avec Tim. Je n'ai pas de message de sa part. Alors, en attendant que Tim peut-être arrive à résoudre ces différents problèmes, je me permets de prendre la main pour maintenir le planning. On a un retour qu'il est connecté en tant que personnel. Ah, du coup, il faudrait lui ouvrir le micro, je pense, si on peut. Non, ça va pas être possible. Ah, peut-être comme ça. Non, malheureusement. Allô? Oui. Si, je lui ai ouvert le micro. Oui, il doit pouvoir parler. Bon. Allô? Est-ce que Oui, vous m'entendez? bon. Oui. Super. Oui, effectivement, désolé, j'ai une catastrophe d'Internet et je suis que sur mon portable. Donc, Bon, mais eh bien, du coup, on va je pouvoir te vois le le dire. compte. Donc. Ouais, bah, parfait alors. Ok, oui. Du coup, je vais juste expliquer comment ça marche, l'outil que nous avons développé, les hypothèses et les indicateurs qu'on calcule. Du coup, à la base, on utilise l'approche MFA, qui est un suivi de la masse entrant et sortant du bâtiment. Donc, à gauche, ici, on voit tous les flux entrants qui sont pris en compte. On considère tout ce qui est matière vierge, recyclée, la réutilisation et le réemploi entrant dans le bâtiment, qui contribue à notre taux de circularité entrant. Et en sortant, on va compter tout ce qui est élimination, recyclage, réutilisation, réemploi sortant du bâtiment, soit en fin de vie, soit avec les remplacements des produits pendant la durée de vie du projet, qui contribue à notre taux de circularité sortant. Et ensuite, avec ces deux taux de circularité, on va calculer le taux de circularité global du bâtiment. Sur la slide suivante. Juste pour donner un peu plus de détails, c'est ces deux flux. Dans les indicateurs qu'on calcule dans l'outil, on sépare la matière entrante entre le contenu recyclé
qui est vraiment la matière secondaire utilisée pour fabriquer les produits, et le contenu réutilisé, réemployé, qui est le réutilisé, c'est utilisé pour fabriquer les produits. Le réemployé, c'est les produits qui sont en eux-mêmes réemployés dans la même façon. Dans le taux de circularité sortant, on considère, désolé, j'ai juste perdu l'écran. On considère la valorisation matière, donc tout ce qui est valorisé et recyclé, réemployé, réutilisé en tant que matière, mais on ne considère pas la valorisation énergétique parce que ça ne contribue pas à l'économie circulaire. Du coup, nous avons deux scénarios qu'on calcule pour chaque projet. Le scénario standard, c'est ce qui est, on peut appeler le plus robuste, le plus normalisé. Donc, la plupart des données sont issues des FTES, des PEP. Donc, ce sont des données vérifiées et robustes. Pour tout ce qui est contenu recyclé, matière recyclée. Et tous les scénarios de fin de vie, donc pour la matière sortante, c'est issu des FTES. Pour le contenu réutilisé, ce n'est pas quelque chose qui est tracé dans les FTES. Donc, nos sources sont des fabricants où on a fait des modélisations spécifiques. Et pour le contenu réemployé, c'est l'utilisateur qui spécifie à chaque fois si un produit est issu de réemploi ou pas dans l'outil. Pour le scénario optimisé, on a un peu plus de flexibilité. On se permet de jouer un peu plus avec les données pour avoir une meilleure idée de la réalité, qui n'est pas toujours possible de modéliser dans les FTES. Du coup, pour tout ce qui est contenu recyclé, on utilise le fabricant comme source pour spécifier le contenu recyclé de ces produits. Et en fin de vie, donc en sortant, on regarde les scénarios plus spécifiques, par exemple, pour le recyclage de matière, on prend en compte le scénario ORAC. Pour la matière réemployée, on considère les scénarios d'ORAC et de Cataba leasing. Et aussi, une petite spécificité, c'est que dans le scénario optimisé, en fin de vie d'un produit, en fin de vie du projet, si un produit a plus que 50% de sa durée de vie de référence restante, on va considérer qu'il est réemployé dans le projet suivant. Donc, on considère qu'il est réemployé par l'utilisateur suivant pour le projet suivant. OK, le slide prochain. Donc, pour calculer le taux de circularité globale, on considère tous les flux entrants et tous les flux sortants. Et comme j'ai dit, c'est une moyenne de nos taux de circularité entrants et sortants. En entrant, on considère toutes les matières entrantes issues de recyclage, réemploi et réutilisation divisées par la masse totale entrante. Pour le sortant, on va considérer tout ce qui est valorisation matière, recyclage, réemploi, réutilisation, divisé par la masse de la matière sortante totale. Et pour calculer la circularité globale, on va faire la moyenne de ces deux taux de circularité. Pour se rappeler, l'idée, c'est d'être le plus proche de 100% possible pour chaque indicateur. Et c'est important de considérer à la fois la partie entrant et sortant de manière égale pour avoir une circularité parfaite. Parce qu'on veut pas, on veut regarder la partie entrant et sortant au même temps. Et juste, oui, globalement, pour le scénario standard, on utilise les données plus robustes avec les données FTES ou fiches techniques. Et pour l'optimiser, les scénarios plus flexibles et spécifiques à la réalité et des scénarios spécifiques à chaque projet. Nous calculons aussi le carbone évité pour le projet. Cet indicateur est basé sur
sur les émissions de masse équivalente CO2 pendant les phases A à D dans les FTUS, pour ceux qui connaissent les étapes du cycle de vie. Et on calcule l'impact de notre projet par rapport à notre scénario de base qui est renseigné dans l'outil à côté de notre, on va après. Mais en même temps qu'on renseigne nos données de projet, on met aussi les données de base pour utiliser comme comparaison. Et l'indicateur carbonavité, c'est la différence entre notre projet et le scénario de base renseigné. Cet indicateur est calculé dans les FTUS et dans les BEP d'une façon normalisée. Et par contre, pour les produits pour lesquels nous n'avons pas de FTUS ou de PEP, tels que l'immobilier, nous avons fait des estimations basées sur les modélisations spécifiques réalisées dans CIMAPRO. Nous avons aussi retenu l'hypothèse de l'ère 2020 en considérant que tout ce qui est issu de réemploi n'a aucun impact de CO2. Et pour le scénario d'ORAC, ORAC ont déjà réalisé un ACV sur le processus et on considère qu'il y a un gain au niveau des émissions CO2 pendant la phase d'utilisation à cause d'une maintenance optimisée, et ce gain est optimisé dans le scénario optimisé lorsqu'on sélectionne le scénario d'ORAC. Je me permets, Tim, de rebondir sur une question posée sur qui peut calculer le taux de circularité. Est-ce que c'est l'AMO réemploi, l'AMO environnemental? Alors, effectivement, ça peut être, il peut y avoir différentes configurations. Cet outil, on l'a pas précisé, mais il a plusieurs usages. Il peut avoir un usage amont, un peu stratégique, de définir son ambition et comprendre face à cette ambition quels sont les bénéfices environnementaux qui vont être atteints et pouvoir ensuite les suivre. Ça peut être un outil plus de suivi de la performance où une fois qu'on s'est dit un peu les objectifs, moi je veux X flux par exemple réemployé ou réutilisé, éco-conçu, eh bien on vient quantifier les bénéfices environnementaux in fine. Ça dépend de la démarche. Du coup, selon cette démarche et cette approche, il peut y avoir différents types d'acteurs qui utilisent cet outil. Je dirais que classiquement, souvent les indicateurs tels que le carbone, si on fait le parallèle avec les analyses de cycle de vie sur les projets, c'est plutôt des bureaux d'études ou des AMO qui le calculent. Mais on pourrait imaginer un maître d'ouvrage qui en amont utilise cet outil pour essayer de, vis-à-vis de son objectif qu'il se donne, peut-être en quantité de carbone évité ou en taux de circularité, voir si les premières idées, les premiers souhaits de réemploi, de réutilisation sont cohérents. L'outil, dans tous les cas, sera ouvert à tout le monde. Je te laisse du coup reprendre la main, Tim, et peut-être passer du coup au sujet de l'intensité de transport. Oui, du coup, le dernier indicateur qu'on calcule dans l'outil, c'est l'intensité de transport. Et l'idée de cet indicateur, c'est d'avoir une indication de la localité du sourcing des produits. L'unité pour cet indicateur, c'est les tonnes kilomètres qui sont très couramment utilisées dans le monde ACV, mais pas autant d'ailleurs. Mais c'est une unité très simple. Il s'agit juste de la masse transportée multipliée par la distance parcourue. Du coup, plus qui est important, soit plus qu'on transporte, soit plus la distance qui est parcourue. Ces distances proviennent des FTUS et des PEP. Elles sont renseignées dans l'ensemble des FTUS et des PEP. Et pour le scénario standard, on utilise ces données vérifiées. Par contre, dans le scénario optimisé, on laisse la possibilité de modifier les distances de transport
Si c'est connu, si on sait d'où vient un produit, si on a fait un effort spécifique au niveau de sourcing, on peut spécifier que c'est une sourcing locale avec les distances associées. Et c'est cette distance qui va être prise en compte. Sinon, s'il n'y a rien renseigné, on va se baser sur le scénario standard avec les données FTS ou PEP. Du coup, maintenant, nous avons parlé des indicateurs calculés. Je vais juste parler un peu de comment ça fonctionne l'outil. Du coup, c'est un outil Excel qui est censé être ouvert et accessible à tous. Du coup, il n'y a pas besoin d'être expert en ACV ou en analyse environnementale pour l'utiliser. Sur le premier onglet, on trouve une introduction avec un guide utilisateur et l'ensemble des hypothèses utilisées pour les calculs. La page principale, c'est le tableau de bord qui regroupe tous les indicateurs et les graphiques d'analyse, ainsi que les indicateurs globaux. Et ensuite, il y a un onglet pour chaque lot à renseigner par utilisateur avec les métriques de son projet. Et un onglet sommaire avec les données de projet qui peuvent être exportées pour garder une trace de tout ce qui a été renseigné. Et forcément, derrière tout ça, il y a une base de données avec toutes les données qui sortent des FTES et des PEP et nos modélisations spécifiques pour les produits inclus dans l'outil. Du coup, je pense après, il y a un petit zoom sur le périmètre. Du coup, dans cette case en haut, on renseigne la surface de plancher de notre projet, la date, et ensuite nous avons deux options. La première option, si on clique, c'est pour sélectionner le périmètre. Nous avons choisi d'étudier soit un périmètre de 6 ans, soit de 12 ans. Ceci a un impact notamment sur les remplacements des produits pendant la durée de vie du projet. Du coup, ici, on peut basculer entre les deux. Et ensuite, si on clique après, il y a le scénario projet où on peut sélectionner entre le scénario standard avec les hypothèses de base et le scénario optimisé où on utilise les hypothèses un peu plus préférentielles. Ensuite, ici, c'est un petit zoom sur un des onglets suivants à renseigner pour chaque lot. Du coup, nous avons 6 lots à renseigner, donc 6 onglets avec ce format où il faut sélectionner le produit dans une liste déroulante. Les cases en vert sont les cases optionnelles pour le scénario optimisé. Du coup, on peut spécifier notre distance d'approvisionnement. Il faut spécifier le pourcentage du produit qui est réemployé et forcément la quantité mise en œuvre, et, selon l'unité qui est fichée automatiquement. Et à droite, juste sur la colonne plus à droite du premier tableau, c'est ici qu'on va spécifier les hypothèses spécifiques pour les scénarios d'usage et de fin de vie tels que ORAC et Caterpillar Leasing. Dans le tableau à droite, on a notre scénario de base où on peut sélectionner les produits de base qui sont inclus dans la base de données et renseigner la quantité qui est équivalent à tout ce qui a été renseigné dans le tableau à gauche pour fournir la même fonctionnalité et qui va servir comme notre comparaison. Je me permets encore une fois de répondre en parallèle à une question qui a été posée, une question sur pourquoi avoir choisi un périmètre de 6 ou 12 ans et pas 50 ans, comme pour la RE 2020. Alors, effectivement, le périmètre de la RE 2020, il est sur 50 ans et il réfléchit à l'échelle globale du bâtiment et ses renouvellements. Dans notre contexte, sur le projet Bureau de demain, ce qu'on a voulu regarder de plus près, c'est l'impact des renouvellements des aménagements. Or, on sait que les aménagements, ils se renouvellent très rapidement, bien plus en fait que ce qui correspond à la durée de vie réelle de ces produits, d'où la problématique d'ailleurs de ce projet. L'idée était de voir sur des durées qui sont cohérente avec ce qui peut être observé. Alors, on s'est calé sur 6 et 12, parce que les baux, généralement, c'est du 3, 6, 9. On a considéré que parfois, ça allait
on renouvelait de manière plus importante un bail. Donc, on est resté sur quelque chose de cohérent avec ces fréquences. Et l'objectif est de bien voir concrètement, selon les scénarios et les choix qui vont être faits, si les produits vont être maintenus sur place, renouvelés, issus du réemploi, quel est l'impact. Quand on commence à se projeter sur 50 ans, je pense qu'il est très compliqué de se dire ce que va faire un occupant dans 20 ans, sachant que ce sera très certainement un autre occupant. Donc c'est pour ça qu'on est resté sur ce périmètre de durée plus restreint et du coup différent de la RE 2020. Je te redonne la main du coup, Tim. Ok, donc si on retourne sur le tableau de bord, un peu plus bas dans le tableau de bord, on retrouve nos indicateurs globaux pour le projet. Donc tout en haut, on a nos symboles pour chaque indicateur avec le résultat pour le projet affiché normalement en unité par mètre carré surface de plancher. Aussi juste en bas, mais on le voit un peu moins, mais le total brut de chaque quantité pour le projet total. En dessous de ces indicateurs globaux, on trouve ce qu'on appelle les résultats détaillés, où on peut faire un zoom sur les indicateurs derrière. À gauche, on trouve la contribution massique, qui est la base de notre étude MFA, où on trace les masses, tous les masses entrantes du projet pour chaque scénario que nous avons sélectionné. Ici, on compare le scénario de base au scénario standard et on voit pour chaque lot sa contribution à la masse totale du projet. Après, on a la contribution au réchauffement climatique pour chaque lot, encore scénario de base contre le scénario standard. Et finalement, l'intensité du transport. Juste un point sur le réchauffement climatique. Ici, forcément, on n'est pas exactement pareil que l'indicateur au-dessus qui est en carbone évité. Ici, on a le résultat brut pour chaque lot pour le réchauffement climatique. Et l'indicateur qui est affiché au-dessus sera la différence entre ces deux barres dans la contribution au réchauffement climatique. Et oui, en dernier, on a la contribution à l'intensité du transport de chaque lot. Si on va sur le panneau à droite, nous avons nos camemberts qui indiquent le taux de circularité global pour chaque scénario étudié. Et ensuite, on a le découpage des matières entrantes et matières sortantes pour chaque scénario entre tout ce qui est vierge, recyclé, réemployé, réutilisé en entrant et en sortant les déchets, les éléments recyclés, réemployés, réutilisés. Après, tout en bas de ce groupement de camembert, on peut faire un zoom sur un lot en particulier si on veut avoir plus d'informations sur les flux et les éléments de circularité pour chaque lot en détail. Donc ici, on a sélectionné le lot mobilier et on peut voir le taux de circularité juste pour le lot mobilier et la répétition des matières entrantes et sortantes de la même manière. Du coup, j'ai juste spécifié quelques scénarios qui sont pris en compte dans l'outil. Du coup, il y a aussi quelques limitations comprises dans ces hypothèses. Du coup, pour les matières entrantes, en particulier l'indicateur matière secondaire qui est utilisé des FTUS et des PEP, on considère tout cet indicateur comme du matière recyclée. Du coup, il y a quelques exemples d'FTUS où cet indicateur correspond aux matières réutilisées, mais il reste très rare. Mais juste pour simplifier, on considère que cet indicateur n'est que du matière recyclée. Aussi, comme cet indicateur est agrégé dans les EPD, on n'a pas le détail entre la matière principale et l'emballage du produit. Donc, il est possible qu'il y ait une partie de cet indicateur qui provient de l'emballage du produit, mais qui est considéré comme du matière recyclée entrant du produit. Pour tout ce qui est matière sortante, on
on ne considère que les matières valorisées. Désolé, j'ai perdu le slide encore. En tant que matière, pour la circularité, la valorisation énergétique n'est pas prise en compte. Et on considère que pour les remplacements, les produits sont remplacés intégralement au bout de la durée de vie. Et les impacts de matière entrant pour ces remplacements et les déchets sont pris en compte. Et comme j'ai spécifié tout à l'heure, il y a le petit scénario spécifique pour le scénario optimisé où on considère que si une durée de vie restante de plus que 50% d'un produit remplacé de la durée de vie restante à la fin du périmètre du projet, elle est considérée comme du réemployé. J'avais parlé un peu de notre scénario de base. Du coup, dans l'outil, il y a forcément des modélisations et les informations pour ces éléments de base. Ici, on a juste listé ce que nous avons utilisé. L'idée de ces produits de base était de trouver des éléments qui représentent une installation standard assez générique. Du coup, dès que possible, on a utilisé ce qu'on appelle les FTUS collectives, qui sont représentatifs d'une grande partie du marché avec plusieurs industriels qui contribuent. Sinon, on se base sur les DED, qui sont les données environnementales par défaut. Et dans quelques cas, on n'avait pas le choix. On a dû prendre une FTUS spécifique, par exemple pour le plafond suspendu acoustique. Et pour les meubles, comme nous n'avons pas de FTUS pour les meubles, nous avons des modélisations spécifiques, mais encore basées sur les produits considérés assez génériques et basés sur les modélisations spécifiques basées sur les fiches techniques pour ces produits. Merci beaucoup, Tim. Je me permets de rebondir sur une question posée sur le fait de pouvoir utiliser un outil uniquement pour un flux. Il est notamment cité le calcul de circularité du mobilier uniquement. Alors, effectivement, on retrouve dans l'outil, comme l'a indiqué Tim, nos fameux silos qui avaient été sélectionnés dans le cadre du projet Bureau de demain. Mais il est tout à fait possible de ne compléter qu'un seul et unique lot, tel que le mobilier, comme c'est évoqué. La limite qui va être dans l'outil, entre guillemets, c'est on a pré-rempli un certain nombre de produits qui sont soit génériques, soit spécifiques, notamment grâce aux différents offreurs partenaires qui nous ont alimentés en données sur leurs produits. Cette base de données peut être implémentée par d'autres produits. Ça va être on va rapidement avoir le cas, j'imagine, sur certains produits où il y aura besoin de sortir du générique et vouloir être un peu plus précis, notamment sur le mobilier. Aujourd'hui, ce qui est principalement intégré en type de meuble pour les bureaux, c'est les assises, les fauteuils ou les chaises, les bureaux et également du rangement. On peut avoir des compléments nécessaires et ensuite, ça, c'est possible de l'intégrer. Voilà un petit peu du coup sur la partie outils. Je vois que le temps est passé vite, alors on va peut-être aller maintenant aux résultats. Un grand merci du coup Tim pour ton retour et ce fameux outil du coup qui sera mis à disposition. Oui, merci et désolé pour les problèmes de connexion. Aucun problème, malheureusement, ça arrive. On va continuer sur le sujet des indicateurs et je me permets, pour rebondir sur toute la matière que vous a présentée Tim sur les outils et la manière dont on calcule, de vous remontrer un peu les résultats quantifiés avec ces 14 projets sur les silos où on voit des bénéfices environnementaux qui sont significatifs. Sur le sujet du carbone évité, alors la masse d'entrants qui va plutôt servir, qui va être un sous-indicateur finalement du taux de circularité et l'intensité de transport.
Pour retourner un petit peu plus dans le détail, la semaine dernière, j'avais fait le focus sur 2 projets parmi les 14, notamment un premier projet que je vous remontre aujourd'hui, qui avait une approche principalement donc sur du réemploi, avec une diversification des flux assez importante, et puis des objectifs ensuite significatifs, puisqu'on voit qu'il y a plus de 80 kg de CO2 par mètre carré SDP qui est évité grâce à l'apport du réemploi, qui se répartit entre du plancher, des luminaires, faux plafond et revêtement de sol. On a une intensité de transport également qui a été fortement réduite. Un point qui est important, qui a évoqué tout à l'heure Noélie sur le sujet de sécuriser le gisement, ce projet a fait beaucoup appel à du réemploi soit in situ, parce qu'il y avait du curage, du réemploi rapporté lié à ces bâtiments des bâtiments de son patrimoine, et puis ensuite aller rechercher par le biais d'acteurs ou de plateformes le complément qu'ils souhaitaient intégrer. Ce point permet fortement de sécuriser les flux réemployés. Il permet également de renforcer l'impact sur l'intensité de transport, puisque en général, quand c'est au sein du patrimoine ou in situ, du coup, la distance de transport est fortement réduite. On a souhaité montrer de manière un peu plus détaillée comment se répartit l'impact de différents éléments, avec une sortie, avec un outil, alors qui n'est pas l'outil simplifié. Autant ces graphiques-là sortent, vous l'avez vu, de l'outil simplifié. Alors je les ai un peu remaniés, mais en tout cas les résultats sont les mêmes et les modes de visualisation également. Une autre manière de représenter les choses, c'est par un outil alors là qui s'appelle Isanke, qui permet de représenter ces différents flux que vous voyez à l'écran, qui nous permet de se rendre compte un peu des différents impacts des choix. Donc on retrouve notre indicateur de circularité qui était donc là de 67% sur un scénario standard avec un cycle de 6 ans. Et en parallèle, donc là, on s'aperçoit, comme c'était le cas sur le graphique juste avant, que le faux plancher joue un rôle assez important dans le cadre du taux de circularité de ce projet, ce qui s'explique par la masse qu'il représente, qui est assez important quand on commence à mettre du faux plancher sur une grande partie de la surface du projet. Si on reste sur le scénario standard qui est sur les données les plus robustes, comme l'a indiqué Tim tout à l'heure, on a des hypothèses de scénario de fin de vie qui sont standardisées, ce qui fait que notre indicateur de circularité vient s'arrêter à 67%. Si on considère un scénario optimisé en fin de vie, donc avec une vraie volonté qu'à la fin des 6 ans, si on change d'occupant ou si c'est le même mais qui réorganise ses plateaux, on essaye de faire dans la continuité une approche circulaire et notamment de réemployer, alors réemployer in situ ou de réemployer en retransmettant à des plateformes qui enverraient ces matériaux sur d'autres bâtiments qui en auraient besoin. On s'aperçoit que l'indicateur de circularité monte jusqu'à 87%. Encore une fois, c'est vraiment l'importance, il y a un message clé, il est important de regarder ce qui se fait sur les matières entrantes. C'est souvent là où on a la main sur les projets, puisqu'on est au moment de la conception, donc on essaye de faire les choses bien et on se dit pourquoi pas du réemploi, de la réutilisation ou des matières recyclées. Mais si ce travail mené finalement ne perdure pas à la fin du cycle, l'impact est limité. Il aura un impact, mais l'impact est limité. Il est vraiment important de se questionner ce que deviendront ces matériaux à la fin du cycle d'utilisation. Et d'où l'importance d'anticiper lors des choix des matériaux au début ces cycles. Soit parce qu'on sait que ceux qui sont neufs, ils vont être démontables et donc on pourra facilement les déposer et les remettre. Soit parce qu'on sait que ces matériaux, ils sont assez, je sais pas, assez homogènes, assez génériques pour que quel que soit le type d'utilisateur, ils pourront rester assez flexibles pour pouvoir se réadapter à une organisation qui sera un peu différente sur les plateaux. Tous ces enjeux, on l'a moins touché dans le cadre de Bureau de demain où le panel de projets était plus sur
sur l'approche amont, mais l'approche aval doit être intégrée à vos réflexions pour qu'on puisse avoir vraiment une stratégie globale sur les différents éléments. C'est la même chose qu'on voit sur ce deuxième cas. Ce deuxième cas, d'ailleurs, il peut répondre à la question qui avait été posée tout à l'heure. Il est uniquement sur du mobilier puisque le périmètre des travaux se limitait aux aménagements intérieurs. Dans ce cadre-là, on s'aperçoit que le mobilier a une place très importante et en plus, le mobilier, c'est typiquement le type de produit qui, à chaque utilisation, est susceptible d'être renouvelé. Plus on a une fréquence importante de renouvellement, corrélé ou pas d'ailleurs à la durée de vie des produits, plus il est intéressant, en tout cas il est pertinent de se plonger sur la possibilité d'avoir une approche circulaire pour essayer de contrecarrer cette pratique de repartir à zéro avec de la matière vierge et des produits neufs. De la même manière que le cas précédent, on s'aperçoit que quand on est sur un scénario standard, donc là on a un cycle de 6 ans également, on a un taux de circularité de 54% avec un effort très marqué sur le bilan matière en entrée. On a 84% du mobilier qui est issu du réemploi. Alors là on s'est concentré sur les assises et les bureaux en termes de périmètre d'études. Et si on fait comme d'habitude, malheureusement, classiquement, les scénarios, en tout cas standards de fin de vie du mobilier, sont plutôt sur l'élimination. Si on essaye d'anticiper, et en tout cas au moment de la fin du cycle de vie, de mieux le prendre en compte, soit encore une fois par stratégie du type de mobilier, soit, on l'a évoqué tout à l'heure, avec une réflexion dans un bail d'ouvrir un peu la porte à maintenir certains éléments ou en tout cas de faire en sorte que s'ils ne sont pas maintenus sur place, ils soient transmis et réutilisés, réemployés ailleurs. On s'aperçoit qu'on peut encore monter bien plus haut en scénario optimisé en termes de bénéfices environnementaux, donc vraiment des bénéfices importants sur l'épuisement des ressources et les émissions carbone associées. Vous retrouvez donc les fameux flux qui sont mis un peu différemment, mais qui permet de voir un peu comment le flux du recyclé ou éliminé est reporté sur du réemploi quand on a une stratégie un petit peu plus, en tout cas prolongée sur les différents cycles. Et je remets là le message clé des sujets de voilà, vraiment, encore une fois, anticiper les caractéristiques des produits pour que l'acteur qui l'a mis en place ou les suivants pourront maintenir ces différents éléments. Voilà donc sur le sujet de suivre la performance. Je ne sais pas s'il reste quelques questions. Je n'en vois pas dans le chat, mais n'hésitez pas à en mettre comme ça a été fait jusque-là. Je vous propose du coup, et puis s'il y a des questions, on reviendra, on aura un petit temps d'échange encore prévu à la fin, d'avancer sur la prescription, prescrire circulaire. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on a pu observer et qu'on vous retransmet aujourd'hui dans le cadre des 14 démonstrateurs. Je te laisse la main du coup, Noélie. Merci Cécile. Donc, effectivement, on va revenir sur les bonnes pratiques pour arriver du coup à prescrire circulaire et à intégrer ce réemploi correctement dans les marchés, parce que on l'a dit tout au début et puis on vous l'a dit la semaine dernière, c'est un peu une façon différente. Donc prescrire le réemploi, c'est une façon différente de prescrire du neuf, et on vous propose de revenir sur 4 points qui sont d'abord comment inciter les entreprises. Donc effectivement, c'est une nouvelle pratique. Donc on l'a dit, hein, il y a un apprentissage un peu de tout le monde. Hein, c'est un sujet nouveau pour beaucoup d'acteurs. Donc voilà, il faut essayer de aussi voir comment on va pouvoir un peu les inciter à intégrer davantage de réemploi dans le projet. Ensuite, en lien avec le gisement dont j'ai parlé, sécuriser le gisement que j'ai abordé au début, il y a une nécessité de sécuriser le planning. Donc, on a cet aléa du gisement à intégrer. Donc, on vous propose de partager des pistes intéressantes pour arriver à sécuriser le planning. Ensuite, il y a quelque chose autour de la compétence des entreprises. Donc, en lien avec voilà,
ces nouvelles un peu pratiques des entreprises, on vous propose d'échanger et de partager des éléments sur la façon qu'on a pu voir dans les projets d'évaluer les compétences et sur les sujets que vous allez pouvoir aussi vous retranscrire dans les marchés. Et puis enfin, on reviendra sur la nécessité d'anticiper la validation des produits, parce que l'objectif, bien entendu, c'est que les produits réemployés correspondent aux attentes de l'équipe projet en termes de performance technique, de qualité et d'assurance, au même titre que le ferait du neuf, voilà, mais avec ce bénéfice en termes de performance environnementale. Donc, je propose de revenir du coup sur la partie du coup de sécurisation du projet. Alors, ce qu'on a vu en termes de bonnes pratiques sur ce sujet-là, c'est qu'une façon de bien faire, c'est notamment si c'est un premier projet, c'est de commencer à cibler les zones et de regarder le degré d'homogénéité attendu. Donc, c'est aussi un lien avec les craintes qu'on a vues. Donc, comment on peut y arriver? On peut essayer de regarder des zones spécifiques dans lesquelles on va mettre du réemploi, donc voilà, des zones prioritaires. Alors, ce qu'on a vu dans les retours d'expérience, c'est que souvent les acteurs, ils commencent à travailler du réemploi sur des zones avec, voilà, ce qu'on va dire des enjeux secondaires, en tout cas peut-être des zones avec un périmètre plus délimité dans lequel il y a... Ils considèrent qu'il y a moins peut-être d'enjeux sur les produits en termes peut-être de qualité, parce que voilà, on vous l'a dit la semaine dernière, il y a aussi un regard un peu critique des fois sur la qualité des produits de réemploi. Donc voilà, que peut-être on peut tester là-dessus, et si ça marche un peu moins bien, voilà, c'est moins risqué en tout cas que de faire sur des grands plateaux. Donc ça, en termes d'image et d'esthétique, puisqu'on vous l'a partagé la semaine dernière, c'est un peu cette histoire d'avoir une homogénéité des produits et une image aussi des produits, l'enjeu numéro 1 souvent de nos porteurs de projets. Et puis après, l'autre façon de faire, c'est aussi, dans cette idée de travailler donc, sur un espace limité, c'est d'essayer aussi de limiter les quantités. Donc un espace limité, ça veut dire aussi un nombre d'unités qu'on va mettre en réemploi limité ou une surface limitée en termes de superficie. Donc pour commencer le réemploi, ça veut dire aussi un gisement plus petit à trouver, donc c'est aussi plus facile et une façon de bien commencer à intégrer le réemploi, en tout cas d'intégrer cette démarche-là. Justement, en termes de surface limitée, ça répond aussi alors, à la fois une des craintes et malheureusement aujourd'hui pour certains produits aussi un des constats qu'on a, c'est que les produits du réemploi, pour certains cas, on n'a pas forcément les quantités qu'on voudrait. Donc voilà, quand on travaille sur des grandes superficies, par exemple de plateau, la quantité du gisement, c'est aussi un frein. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'essayer d'une part d'anticiper les quantités qu'il faut et puis donc de cibler si on n'arrive pas à trouver des quantités ou alors pour certains produits, par exemple les revêtements de sol, les moquettes ou des choses comme ça, il y a la possibilité de mixer. Et ça, c'est vrai que c'est une pratique qui est un peu nouvelle pour la maîtrise d'ouvrage, mais on peut peut-être sur certains projets envisager un mix de produits du réemploi et qui, s'il est bien pensé au début, bien intégré avec l'équipe projet, aura un résultat qui correspondra à la fois à l'harmonie qu'on attendait, aux qualités esthétiques et puis aux différentes caractéristiques aussi pour le projet. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans nos projets qui est assez intéressant et qui est une approche nouvelle côté maîtrise d'ouvrage et côté équipe projet. Pour sécuriser le projet, donc il y a aussi la nécessité de penser le planning. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose à ce sujet? C'est d'essayer de anticiper, en tout cas anticiper les aléas, c'est-à-dire se donner des dates jalons pour dire, voilà, on met du réemploi, mais on se fixe cette date jalon, qui est la date à partir de laquelle, si on n'arrive pas à avoir le réemploi, c'est parce qu'on n'a pas le gisement, ou parce que voilà, il y a différentes difficultés qui se posent, tant pis, on aura le temps, si on prend cette date jalon-là, de revenir sur du neuf. Et donc ça, c'est aussi voilà, une façon de faire où on se dit, bon, on essaie de mettre du réemploi jusqu'à cette date. Donc c'est une date qu'il faut avoir partagée en amont et fixée donc, au niveau de l'entreprise. On s'accorde avec tous les acteurs qui permettra d'avoir une sécurité aussi côté maîtrise d'ouvrage sur la suite. Parce qu'on comprend bien l'enjeu du planning dans tous les projets. Donc ça, c'est une première, une première bonne pratique. Et puis l'autre, ensuite, c'est ce qu'on appelle le principe de substitution, qui est de dire, bon, on a voilà, ce plan, ce principe de réemploi, on essaie de travailler avec des flux, ça va poser un certain nombre de questions, et puis on se dit,
on prévoit, donc parce que la date jalon est passée ou parce qu'on n'a pas réussi à avoir le gisement, un autre plan B. Donc on essaie voilà, d'avoir des éléments ou des autres solutions, d'autres alternatives si le réemploi ne fonctionne pas. Et donc, ça va être questionner peut-être aussi différentes origines de projet pour essayer de pousser le réemploi le plus possible. Donc, par exemple, récupérer des produits, essayer de voir s'il y a des possibilités d'avoir des produits fin de stock. Ça va être, au lieu d'aller chercher du réemploi, aller peut-être chercher plutôt de l'économie circulaire, donc se tourner vers des équipements neufs en matière recyclée. Ou alors, si on n'arrive pas à avoir de l'économie circulaire et du recyclé, on se tournera vers la dernière option qui sera du coup le neuf en équivalent et qui permettra quand même d'aboutir sur le projet et de continuer. Donc voilà un peu deux éléments clés à se dire, voilà, on se donne des dates jalons pour le projet, donc on maintient le réemploi le plus possible jusqu'à cette date, et puis on se prévoit des plans de substitution, déjà différentes pistes en termes de réemploi, en termes d'économie circulaire, et une alternative, et le temps aussi pour mettre cette alternative en place sur le neuf, si jamais ça ne fonctionnait pas. Et je me permets de rebondir, Noélie, sur les projets. On s'aperçoit que ce temps pour trouver un gisement et d'anticiper ces dates jalons et le principe de substitution, il est d'autant plus important au vu du contexte actuel et de la difficulté d'avoir les matériaux. Les temps d'approvisionnement en neuf augmentent. Les délais de livraison sur chantier. Et donc, comme ce délai augmente, le temps pour trouver un flux du réemploi, lui, diminue. Puisqu'en fait, la date butoir, elle s'impose avec quel est le temps max qu'on peut se donner pour qu'on puisse rebasculer sur un flux neuf avant qu'il soit trop tard. Donc, les deux sont corrélés. Sur les projets, c'est vrai qu'on voit, on vraiment cette difficulté. Merci Cécile. Et donc voilà un peu pour les pratiques. Alors, comment on l'a vu, et pour vous donner aussi un peu quelques chiffres de nos retours d'expérience avec les démonstrateurs, donc on a questionné sur la façon dont les maîtrises d'ouvrage ont procédé dans les marchés. Alors, est-ce que du coup, elles ont intégré le réemploi en base ou en option? Donc, ce qu'il en ressort, c'est que pour la majorité des projets, donc l'intégration a été faite en base. Donc, vous voyez, ça correspond à 28% de nos projets. Ou alors en variante obligatoire. Donc, et là, on trouve du mixte, alors base et variante. C'est un peu les deux grosses, on va dire, les deux grands positionnements qui ont été retenus par les maîtrises d'ouvrage. Alors, pourquoi ces éléments-là? Alors, pourquoi la base? Parce que du coup, l'intégrer en base, ça va aussi montrer l'objectif et l'ambition de la maîtrise d'ouvrage de maintenir cette dynamique. Donc, mettre en base, ça oblige les entreprises à se questionner sur les produits et à essayer de mettre du réemploi. Après, dans l'intégrer en base, c'est aussi l'intégrer en base sur les lots ciblés. Donc voilà, on est dans le réemploi dans certains lots par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Ça permet de questionner sur ces produits-là. Donc voilà, les entreprises, on voit qu'elles intègrent du coup cette démarche-là et vont essayer de le faire le mieux possible. La possibilité après de mettre une base et une variante, c'est souvent, dans nos retours d'expérience, un levier aussi pour, une fois que les entreprises donc, sont questionnées sur les produits qu'on mettait en base, et donc ont essayé d'y répondre le mieux possible avec les marchés via leurs réponses, la possibilité de mettre une variante, ça les questionne sur aller plus loin. Donc, elles ont proposé des produits en base, elles vont pouvoir en ajouter d'autres dans des variantes pour montrer aussi leur maîtrise un petit peu, enfin la volonté de s'inscrire dans la dynamique et peut-être aussi leur maîtrise un peu du réemploi et leur connaissance des filières pour dire voilà, on peut aller plus loin. Et donc, ça va être aussi côté marché et côté maîtrise d'ouvrage, un gage aussi voilà, d'une entreprise qui est intéressée au projet et a envie d'aller en réemploi. Et donc, un gage finalement voilà, en tout cas des points, on va dire, et des signes pour montrer qu'il y a des chances que ça réussisse in fine. Alors, le mettre en variante, c'est aussi intéressant parce que ça permet d'avoir une base, du coup, de la base en neuf et se tourner vers la variante en cas d'aléa et pour pouvoir aussi comparer en termes de prix. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les deux approches pour se dire, bon, finalement, qu'est-ce qu'on retient? En tout cas, c'est les deux approches qu'on conseille pour les marchés. Concernant le sujet de l'évaluation des compétences,
Alors, dans les marchés, il va falloir du coup essayer d'intégrer un peu, pour le prendre un peu comme critère, hein, si on veut aller sur du réemploi, qu'est-ce qu'on peut demander? On peut essayer de demander des retours d'expérience de projets qui ont été aussi conduits avec du réemploi auprès des entreprises pour qu'elles puissent justifier leurs moyens, ou leur demander des partenaires, des fournisseurs avec lesquels les entreprises ont travaillé pour essayer un peu de caractériser la compétence et la maîtrise du sujet. Ou alors, pour certains démonstrateurs, l'équipe a répondu en mettant en avant un expert, donc un assistant maîtrise d'ouvrage, un bureau d'études, une expertise interne, suivant si on parle de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise. Et du coup, ça a permis de témoigner un peu de leur connaissance du sujet. Et côté maîtrise d'ouvrage, du coup, ça rassure pour se dire on a des acteurs qui, du coup, ont déjà un peu fait ou se sont posé la question et ont envie de faire. Côté chiffrage, donc ce qu'on conseille, c'est d'avoir un chiffrage différencié de neuf et de réemploi dans la DPGF. Donc, du coup, de revoir un peu les DPGF avec lesquels on a l'habitude de travailler pour ajouter ces deux colonnes. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de comparer les offres. De voir aussi que l'entreprise a questionné les deux filières et a vraiment questionné le réemploi. Parce qu'un des retours qu'on a eu, c'est que si on ne demande pas la colonne avec du chiffrage en réemploi, souvent l'entreprise va répondre neuf comme d'habitude et on n'aura pas forcément du coup, la réflexion n'aura pas été initiée. Donc parfois, ça peut être plus compliqué d'engager la dynamique après. Alors que si effectivement ça apparaît comme tel, voilà, la question s'est posée et la démarche est déjà engagée. Et puis ça permet de voir aussi que l'entreprise a intégré la dynamique et est motrice pour poursuivre. J'ajouterais, Noélie, pour bien comprendre, hein, c'est l'équipe de conception, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre se pose beaucoup de questions hein, dès qu'elle intègre le réemploi et à juste titre, c'est une nouvelle pratique. Il faut avoir conscience que c'est les mêmes problématiques côté entreprise, hein, d'où l'importance de ces éléments qu'évoque Noélie, d'évaluer leurs compétences, à quel point elles ont creusé le sujet, de réussir à les engager, les inciter, les mobiliser en les lançant sur un minimum de prescriptions en base, de vérifier au niveau de chiffrage jusqu'à où elles sont allées creuser. Parce qu'on a vu dans certains projets que certaines entreprises n'ayant jamais fait du réemploi sont forcément avec beaucoup de questions, voire un peu frileuses, et peuvent rapidement revenir à un schéma plus classique où elles se sentent plus à l'aise. C'est pas une critique, c'est normal. Hein, on fait tous la même chose. Le scénario qu'on exploite et qu'on développe tous les jours est beaucoup plus simple que de sortir des sentiers battus. Et il est important d'accompagner aussi bien en exécution et les acteurs de l'exécution, donc les entreprises, dans ce changement. Je te laisse du coup. Merci. Oui, ouais. Ça a mis un peu de temps, effectivement. Oui. Alors, l'autre point sur lequel on voulait revenir, c'est la nécessité d'anticiper la validation des produits. Donc, ça, on a dit effectivement en amont la semaine dernière qu'il y a un intérêt et un enjeu à partager les objectifs et les contraintes de chacun. Et donc, comment après, concrètement, ça va pouvoir se faire? Ça va pouvoir se faire via des éléments qu'on va pouvoir cadrer. Donc, par exemple, lister l'ensemble des justificatifs qu'on attend pour valider les produits et en tout cas engager vraiment une réflexion en amont sur voilà, les éléments et caractéristiques qu'on veut retrouver. Donc, de la même façon qu'on a sur un projet classique, voilà, ça va être signifié qu'on veut avoir les fiches techniques des produits, on va pouvoir avoir un emploi, qu'on va demander aussi des essais, des échantillons, et puis mettre en place aussi un protocole de validation dès la phase conception, donc il va pouvoir se faire concrètement, qui va pouvoir avancer donc, avec les différents acteurs dès le début. Par exemple, voilà, un document qui va pouvoir aboutir via les échanges dont on vous a parlé, qui sont pendant la phase conception, au niveau de l'équipe projet, avec le bureau de contrôle, le bureau d'études, les assistants à maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage aussi, et arriver à aboutir à un document qui permettra de cadrer les points sur lesquels la maîtrise d'ouvrage et l'équipe projet veut que l'entreprise porte attention parce que c'est les caractéristiques pour les produits qu'elle veut retrouver. Et donc, si le cadrage en fait de caractéristiques des produits est connu suffisamment tôt, les entreprises vont pouvoir après rechercher et proposer des produits du réemploi qui correspondent et donc il n'y aura pas du coup de souci de validation des produits réemployés. Et on avancera après classiquement avec des produits qui répondent à toutes les attentes.
Et dernier point sur lequel on voulait revenir, c'est le sujet de l'assurance. Donc effectivement, c'est un élément aussi qu'il faut avoir en tête. Il faut que l'entreprise soit couverte pour la pose de ses produits réemployés, réutilisés. Donc c'est aussi un point d'attention et il y a des caractéristiques à mettre peut-être dans les moyens, les compétences qu'on attend des entreprises en termes d'assurance. Qu'il n'y ait pas de souci après pour le projet. Et enfin, dernier sujet qu'on trouve intéressant de partager avec vous, c'est des pratiques qu'on a pu avoir avec l'issue de nos retours d'expérience avec les démonstrateurs sur la façon d'inciter les entreprises. Donc, on a pu observer des choses en termes d'incitation financière. Donc, dans certains cas, l'entreprise avait proposé du coup du réemploi qui du coup était moins cher que du neuf et dans le marché, c'était cadré avec un bénéfice qui était pour l'entreprise. Donc, ça permet de contribuer du coup à l'instauration de la dynamique et puis aussi de un peu, on va dire, récompenser l'entreprise qui est allée chercher du réemploi à des, en plus, prix plus intéressants. Elle est intéressée finalement à intégrer davantage de réemploi puisque le bénéfice est pour elle. Une autre façon de le faire, c'est de mettre en place un malus ou une pénalité forfaitaire si l'entreprise n'atteint pas l'objectif. Donc là, voilà, on est de l'autre côté où finalement on vient pénaliser une entreprise qui n'atteint pas. Et puis, l'autre élément qu'on a pu voir, c'est aussi un bénéfice financier en cas de dépassement des objectifs de réemploi. Donc, l'entreprise va au-delà, elle a un bénéfice financier. Donc, ça veut dire que la maîtrise d'ouvrage, de son côté, c'est prévu un peu une réserve d'argent pour pouvoir, dans le projet, donner ce bonus à l'entreprise si elle a dépassé les objectifs qu'on avait fixés initialement en termes de réemploi. Donc, c'est des nouvelles façons un peu de cadrer et donc des clauses aussi à intégrer, réfléchir en amont et puis à intégrer au marché dès le début pour définir un peu les règles du jeu et créer la dynamique avec les entreprises. Et ce qu'on vous propose dans la mallette pédagogique, c'est un ensemble d'outils qui reprend du coup ces différents éléments. Donc, on a appelé ça des closiers. Donc, en fait, c'est des documents lot par lot, donc sur les silos du périmètre, qui reprennent de façon rédigée, qui vous proposent de façon rédigée des CCTP, enfin des clauses qu'on peut mettre dans les CCTP pour intégrer ce réemploi. Donc, avec un code couleur pour du coup des éléments, vous puissiez visualiser les éléments que vous avez à renseigner pour adapter ce CCTP au niveau du lot à votre projet. Et puis après, notre code couleur qui vous permet de retenir des clauses qui sont spécifiques pour l'éco-conception ou spécifiques pour la variante réemploi. Ainsi, vous avez des outils, des documents du coup qui sont pré-rédigés que vous pourrez adapter pour vos projets directement pour les réutiliser dans vos marchés et prescrire soit de l'éco-conception, soit du réemploi. Donc, on est vraiment pédagogique. Ouais, on est vraiment pour c'est pas un CCTP complet, hein, c'est vraiment les clauses spécifiques à l'économie circulaire que vous pouvez, en tout cas elles ont été pensées comme ça, copier-coller pour que ce soit le plus facile à intégrer dans vos différents éléments et ce pour les silos. Et donc c'est des éléments qu'on a travaillé nous et qu'on a aussi un peu perfectionné avec les retours des acteurs. Qui en ont utilisé certains, donc qui a vocation à être opérationnel pour vous, pour lancer ces démarches-là. Voilà donc pour le sujet prescrire. Donc on a parlé de sécuriser le gisement, d'objectiver et de suivre la performance, et puis d'intégrer les différentes clauses dans les marchés, qui reprend en filigrane tous nos livrables associés qui vont être intégrés à la mallette pédagogique et, vous l'avez compris, rendus publics, hein, pour pouvoir partager au plus grand nombre tous les éléments et les retours d'expérience et les outils qui ont été construits. Je ne vois pas de questions en lien à cette dernière partie. On a un peu de temps encore sur le planning, donc n'hésitez pas. En attendant de pouvoir réagir et de pouvoir répondre à vos questions, j'en profite pour réévoquer donc tout le contenu de cette mallette pédagogique. On l'a indiqué en préambule, mais donc vous retrouvez tous les éléments qu'on a cités et détaillés aujourd'hui, que ce soit sur le volet inspiré avec des offreurs, des plateformes physiques, le sujet d'évaluer avec les outils de calcul de bénéfices, les outils de calcul liés plutôt au coût de logistique pour le réemploi,
Et puis la partie prescrire, des clauses qui peuvent être utilisées pour vos projets avec l'ensemble de ces prescriptions. Tous ces éléments, encore une fois, proviennent de ce qu'on a pu observer et également de ce que nous a partagé les équipes projets avec ce qui leur semblait le plus pertinent et le plus intéressant. Donc parfois c'est ce qu'ils ont fait, parfois à l'inverse, ils n'ont pas réussi à mener à bout, en tout cas pas autant qu'ils le souhaitaient, leur objectif. Et c'est le retour d'expérience de se dire bon, on va faire différemment et il serait bien de faire de telle manière ou telle autre. Ça aurait été plus efficace. Donc c'est vraiment toute cette matière qu'on a souhaité vous partager. Et de la même manière, donc les 3 webinaires, vous avez les liens ici et vous pourrez les retrouver facilement sur nos sites internet. Pour vous les approprier. En tout cas, on l'espère, c'est ainsi qu'a été pensé les différents éléments. Est-ce que Noélie, tu vois une question entre-temps? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions complémentaires dans le chat. Non, j'ai regardé aussi, effectivement, j'ai pas vu d'autres questions. Bon, en tout cas, j'espère. Eh bien, ça vient. Du coup, alors on va en profiter pour répondre à vos questions. Donc, une première question sur le montage. Quel montage lorsqu'un gisement ex situ est identifié en amont? Le MOA, donc la maîtrise d'ouvrage, l'achète et le fournit à l'entreprise qui ne chiffre que la pause, point d'interrogation. Alors, effectivement, il y a différents cas qu'on a pu observer. Le cas assez classique, c'est laissé à la charge de l'entreprise qui achète son produit. Au lieu d'acheter un produit neuf, elle achète un produit réemployé, elle en fait les tests, elle valide toutes les caractéristiques et les performances pour pouvoir ensuite le poser. Mais il arrive dans certains cas, on a pu l'observer ponctuellement, des maîtres d'ouvrage qui prennent le devant, qui ont identifié un produit ex situ et qui se disent bon, je vais le réserver, donc l'acheter pour être sûr qu'il soit disponible. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est exactement ça, l'entreprise doit valider la nature du gisement, puisque après c'est elle qui aura la responsabilité de la pose. Donc il y a un temps de validation pour qu'elle vérifie les caractéristiques. Il y a un choix des tests qui les portent pour ensuite pouvoir les mettre en place. C'est moins courant cette approche, peut-être que ça va se développer, mais du coup c'est la maîtrise d'ouvrage qui porte l'achat. C'est là où c'est plus délicat, c'est que c'est l'entreprise qui pose, donc effectivement il y a un petit raccord à trouver entre les deux acteurs. Et peut-être pour compléter le premier cas que tu as abordé, on a aussi des cas où les maîtrises d'ouvrage ont identifié peut-être plusieurs produits, donc on fournit une liste de fournisseurs, voilà, aux entreprises. Donc en fait, il y avait des produits qui étaient préfléchés. Donc là, c'est l'entreprise qui va acheter effectivement aux fournisseurs, mais c'est dans un choix restreint. Oui, et il y a des réflexions, je sais qu'il y a eu sur certains projets, je ne suis pas sûre que ça a été mené à bout pour l'instant, je crois que c'est plutôt à l'échelle de la réflexion, de dire qu'il y a une sorte de pré-réservation par la maîtrise d'ouvrage, donc un avoir, enfin pas un avoir, pardon, un premier, une part du budget qui permet de pré-réserver, et puis c'est ensuite l'entreprise qui va compléter l'achat et finaliser l'achat. Donc c'est des choses qui sont en réflexion, c'est des choses qui doivent se construire avec les acteurs. Il est certain que quand il y a un gisement qui est identifié en amont, autant en bénéficier avant qu'il parte ailleurs. Il y a certains gisements qui peuvent disparaître très vite, il y en a d'autres, il y a un petit temps, mais je sais que j'ai vu des gisements, notamment de moquettes sur des références un peu demandées qui pouvaient partir très très vite. Donc il faut pas hésiter à contacter et voir ce qui peut être pensé. Il y a certains acteurs, certaines plateformes qui ont conscience de cet enjeu et qui donc pourraient éventuellement être ouverts à trouver un consensus qui permet de répondre à toutes les problématiques des différents acteurs. Alors, j'essaye de reprendre les déroulés. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. En lien peut-être avec la question, là, il y a eu aussi sur qu'est-ce qu'il en est des maîtrises d'ouvrage publiques. Donc effectivement, dans les retours, alors on a plutôt eu des maîtrises d'ouvrage privées dans nos partages, dans nos démonstrateurs, mais on a eu quand même des retours après sur des maîtrises d'ouvrage publiques. Ce qui peut se passer, donc ça va être aussi qu'elle va avoir pré-ciblé, on l'a vu
plutôt du coup sur des produits qu'elles ont en interne, ou pré-cibler des produits et en intégrant dans le cahier des charges, donc pour des produits qu'elles possèdent déjà. Donc, effectivement, il y a peut-être une possibilité d'en acheter en amont, mais en général, elles regardent plutôt des stocks qu'ils ont déjà, je pense au mobilier notamment, de se dire, bon, bah, voilà, dans le marché, on intègre que c'est la réalisation de ces produits-là qu'on veut voir. Et donc, l'entreprise qui répond le font en connaissance de cause sur des produits préfléchés. Éventuellement, le préfléchage a été fait via une prestation d'AMO. Donc, en fait, on a quelque chose qui se fait un peu en plusieurs temps, où on a l'AMO qui vient regarder ce qui est disponible en interne pour déjà conseiller sur les produits. On sait qu'une revalorisation sera possible, un réemploi sera possible. Peut-être des fois du réemploi d'ailleurs avec des usages différents. Hein. On a vu notamment, par exemple, du mobilier qui devenait, j'ai vu des contours d'accueil, des choses comme ça. Et donc, c'est l'AMO avec son expertise qui va pouvoir un peu aiguiller les produits réemployés ou les possibilités qu'il y a. Et après, du coup, va aider dans la rédaction des marchés pour que voilà, le réemploi puisse poursuivre et après être intégré dans les marchés des entreprises. Je prends du coup le fil des questions et effectivement, je le réindique, hein, l'ensemble des outils, des closiers, mais également ces supports de présentation qu'on vous a fait aujourd'hui, ainsi que le replay, donc la vidéo, seront bien mis à disposition. Je vais vous remettre dans le chat notre site internet qui pour l'instant vous permet de retrouver les premiers éléments, donc suite aux 2 premiers webinaires. Vous puissiez les retrouver et dans tous les cas, vous aurez à la suite de ce webinaire, tout comme ça avait été fait la semaine dernière, un petit message de remerciement de participation et le lien, encore une fois, qui vous permettra de récupérer tous ces éléments. Voilà, je l'ai mis dans les chats en parallèle pour que vous puissiez retrouver le fil de l'eau. Alors, est-ce qu'il y aura une réactualisation de la mallette avec des nouveaux éléments, plateformes, acteurs par exemple? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Notre projet Bureau de demain donc a commencé fin 2020 et s'arrête cet été. C'est là où on finit la capitalisation et la restitution, où on rédige aussi le rapport final auprès de nos financeurs ADEME et Vallée de la Seine. Après, voilà, à voir comment ça vivra. Le sujet de l'économie circulaire, que ce soit côté CEREMA ou côté IFEB, reste un sujet qui est traité chez nous. Je ne saurais pas prédire comment on va continuer à avancer sur ces thématiques, mais ça sera peut-être une réflexion. En tout cas, c'est pas prévu à l'instant T. Voilà pour les différentes questions. Je ne crois pas qu'on en ait laissé passer. Je vérifie le fil de l'eau. Non. Eh bien, écoutez, sauf s'il y a d'autres questions qui arrivent, je souhaitais vous remercier d'avoir été présent sur ce webinaire et peut-être celui de la semaine dernière également. De vos questions qui étaient pertinentes et intéressées. On sentait l'intérêt de pouvoir mettre en pratique de votre côté ce sujet d'économie circulaire. Nous, on est ravis d'aboutir après ces 2 années de travail à cette restitution et à l'ensemble de cette matière, de pouvoir vous la partager. Et puis, on espère que de votre côté, ça vous inspirera et vous accompagnera pour pouvoir intégrer à l'échelle des différents projets plus de réemploi, plus de réutilisation et plus d'éco-conception. Et vous l'avez compris, il reste encore des sujets qui n'ont pas encore totalement été traités, et sans doute beaucoup d'ailleurs, mais on espère que ceux sur lesquels on a eu un certain nombre de retours d'expérience apportent déjà quelques réponses à vos questionnements sur cette thématique. Voilà, n'hésitez pas, si jamais il y avait besoin d'échanger ou de questionnements en particulier. Je sais qu'on a eu quelques contacts à la suite du webinaire de la semaine dernière. Vous pouvez contacter que ce soit le CEREMA ou l'IFPEB pour des questionnements un peu plus précis sur les différents sujets.
On peut aussi en profiter pour remercier l'ensemble du coup des acteurs, alors des équipes projets démonstrateurs qui nous ont accordé du temps pour les retours d'expérience, des offreurs aussi, hein, parce qu'effectivement il y a un ensemble d'outils sur lesquels on a pu aboutir parce qu'il y a des personnes qui ont mobilisé du temps pour nous partager des éléments. Et puis après l'équipe projet aussi au global, et on espère vraiment effectivement que l'ensemble de ces outils et des enseignements qu'on vous livre vous aidera en tout cas pour engager une dynamique si c'est la première fois pour du réemploi ou pour continuer si vous avez déjà engagé et peut-être viser un peu la massification qu'on espère puisqu'on sent effectivement qu'il y a beaucoup d'enjeux positifs en termes de performance environnementale et d'économie de ressources à travailler avec ce sujet-là. Eh bien, merci à tous, bonne continuation et peut-être au plaisir de se recroiser sur le sujet de l'économie circulaire. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.